bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Tour des Clochers sur Radio Fidélité. Ce matin, nous posons, comme vous l'avez dit Clara, nos micros à Pontchâteau, au cœur de la paroisse Sainte-Croix de Montfort. Une ville à mi-chemin entre terre et mer, à la fois paisible et pleine de vie, marquée par le passage de Saint-Louis-Grignon de Montfort, connu pour son calvaire monumental et la vitalité de sa communauté chrétienne. Paroisse et commune que l'on va donc découvrir tout au long de cette matinée avec votre invité fil rouge. Et tout à fait, Clara. Pour commencer cette matinée, j'ai le plaisir d'être accueillie par le père Hervé Solonorina, curé de la paroisse, et le père Éric Manirakiza, prêtre coopérateur. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Tiffaine et bienvenue à Pontchâteau. Merci. Et d'abord, un grand merci pour votre accueil et votre disponibilité. Père Hervé, vous êtes le curé de la paroisse Sainte-Croix de Montfort. Et Père Éric, vous êtes le prêtre coopérateur. Effectivement. Voilà, votre paroisse rassemble 6 communes et 8 clochers: Béné, Missillac, Sainte-Anne-sur-Brive, Crossac, Sainte-Reine, Saint-Guillaume, Saint-Roch et Pontchâteau. Alors avec vous, pendant cette première demi-heure, on parlera de votre parcours, de ce qui vous anime, de votre mission de prêtre, de votre arrivée ici à Pontchâteau et bien sûr de la vie de cette belle paroisse. À 7h30, nous serons rejoints par Caroline Ardouin et Laetitia Gutt, deux paroissiennes engagées pour évoquer les réalités du terrain, les projets portés par la communauté et les initiatives autour de Laudato Si. En cette année jubilaire, nous ferons aussi un focus sur le clocher de Béné à la découverte des saints Friard et Secondel en compagnie de Sylvie Nicou. Puis à 8h, cap sur le calvaire de Pontchâteau, véritable lieu de foi et de rencontre avec sœur Chantal Rabier et Germain Charrier. À 8h15, un peu d'histoire du patrimoine local avec Annick Lébert. Avant de conclure cette matinale à 8h45 en nous intéressant à la ville de Pontchâteau en compagnie de Stéphane Poilvé, premier adjoint du maire. Restez avec nous, c'est un beau programme de découverte, de témoignages et de rencontres que nous vous proposons ce matin. Et qui commence maintenant sur Radio Fidélité. Le Tour des Clochers vous est présenté par la Maison du Bon Pasteur, EHPAD associatif au service des prêtres et des laïcs dans le quartier Saint-Donatien à Nantes. Jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Cellier et ses invités. Merci Père Hervé, Père Éric, de nous recevoir au sein de votre paroisse. On va prendre le temps de faire connaissance et de parler de votre parcours. Avant cela, Père Hervé, je le disais en introduction, vous êtes le curé de cette paroisse. En quelques mots, qu'est-ce qui fait la particularité ? Qu'est-ce qui fait la particularité de cette paroisse Sainte-Croix de Montfort ? Donc la particularité, parce que moi je suis nommé comme curé en 2022, et la particularité c'est déjà comment l'emplacement de cette paroisse qui n'est pas du tout loin de Saint-Nazaire, qui n'est pas aussi loin de Nantes et des Vannes, et surtout les passages des 4 voies juste à côté. Donc j'ai remarqué que là il y a l'implantation des familles sur Pontchâteau. Voilà, donc une ville qui n'est pas loin de ces grandes villes que j'ai citées tout à l'heure. D'accord, oui, et puis il faut ajouter que vous avez 8 clochers, oui. Donc répartis sur 6 communes. Comment est-ce qu'on fait vivre une telle diversité de lieux ? Là, la diversité, c'est pas évident parce que voilà, récemment on a accueilli les 2 clochers, Crossac et Sainte-Reine de Bretagne, et surtout pour moi j'ai dit, parce que c'est les missionnaires montfortins qui ont pris en charge la paroisse depuis 2022, et il y a déjà avec 6 communes, c'est quand même immense. Ouais. Mais heureusement avec nous il y a beaucoup de prêtres à la maison, comme moi, comme curé, Eric comme vicaire, mais il y a aussi la possibilité d'autres prêtres qui peuvent célébrer ou nous donner un coup de main. Vous n'êtes pas seul, avec ces... Donc les fêtes de faire ensemble avec la famille montfortaine, mais surtout aussi avec les laïcs. Ouais. Voilà. Donc il y a vraiment les faire ensemble selon les charismes montfortins. Vous formez tous les deux une équipe internationale au service de cette paroisse. Vous, Père Hervé, vous venez de Madagascar, et vous, Père Éric, du Burundi. On va commencer par découvrir votre parcours. Père Hervé, je me tourne vers vous. Racontez-nous votre cheminement. Comment un jeune malgache devient-il prêtre missionnaire montfortin ? Okay. Donc l'appel, c'était quand j'étais en classe de 8e, équivalent de CM1 aujourd'hui. Donc
au début de l'année scolaire, notre maîtresse nous a demandé ce que nous allons faire quand nous serons grands. Donc, il a dit, écrivez sur un bout de papier. Et moi, rapidement, j'écris prêtre. Déjà Voilà. Déjà, oui. C'était pas encore clair comme ma mère, parce que ma mère, elle s'appelle Claire. Donc, c'était pas encore clair à ce moment-là. Mais après, moi, j'ai dit que oui, parce que de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, parce que moi, je suis issu d'une famille chrétienne, mes parents très engagés, pratiquants. Ce que j'ai vécu, il y a donc l'éducation chrétienne, le partage, l'amour familial et tout ça. Donc il y a ça dans ma famille. Mais ce que j'ai vu aussi, chaque mois, les prêtres à Madagascar, à ce moment-là, il y a dans les années 80, donc il y avait encore beaucoup de prêtres missionnaires, fidèles de la France. Donc, sur notre village, il n'y avait pas de presbytère, de maison de prêtres. Donc, c'est mes parents qui ont hébergé les prêtres. Ah oui, donc, pardon, je vous arrête 2 minutes pour Fidei Donum, pour expliquer aux auditeurs qui ne connaîtraient pas. Ce sont les prêtres étrangers qui sont envoyés en France. Oui, en France, oui, comme les Fidei Donum ici. Voilà. Donc, voilà, il y a beaucoup de prêtres de cette région qui étaient envoyés à Madagascar comme missionnaires. Et notre curé à l'époque était un Français breton. Et mes parents qui ont hébergé comment les prêtres, donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est que j'ai vu, parce que chaque mois j'ai vu les prêtres, donc j'avais la possibilité de parler, de partager avec les prêtres. De là, je crois qu'est née donc cette vocation, cet appel pour devenir être prêtre. Donc, mais il y a un moment donné, quand j'ai décroché des brevets d'études du premier cycle, donc et j'étais obligé de changer de lieu pour poursuivre mes études. Voilà. Donc, il y a un moment, un grand vide pour moi. Donc, j'ai oublié carrément l'envie de devenir prêtre. J'ai oublié. Et après bac, il y avait comment une animation vocationnelle chez nous. Et la première fois que j'ai entendu parler du père de Montfort. Oui. Donc, dans les années 2000. Mais faut pas. Je me rappelle que avant, en 1995, j'ai lu un petit bouquin, Saint-Camille et son histoire. Ce petit bouquin m'a frappé beaucoup, surtout l'histoire d'un homme très charitable qui a consacré sa vie pour les pauvres et pour les malades. Et quand j'ai entendu parler de Montfort, qui parlait aussi de quelqu'un qui est tout proche des pauvres, quand il était à Dinan, il a amené comme un pauvre à la communauté, frappé la porte, ouvrir à Jésus-Christ. Donc pour Camille, les pauvres, ce sont les fils de Dieu, les pauvres et les malades. Pour les peurs de Montfort, les pauvres, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Donc il y a vraiment ces points communs entre Saint-Camille de Léris et Saint-Louis-Marie de Montfort. Et là, donc après bac, je me rappelle cet appel. Devenir prêtre. J'étais à l'université. Il y a un moment donné, je suis allé visiter comment les tombeaux d'une bienheureuse malgache. Il s'appelle les Victoires à Soumanarive. Son tombeau, c'est juste devant la cathédrale Antananarive. Donc, en sortant de ces tombeaux, moi, j'ai pris l'Ave Maria. J'ai récité 3 fois et tout ça. Et j'étais avec un ami protestant. Et en sortant, j'ai ressenti un appel à devenir prêtre. Je me rappelle ce que j'ai écrit quand j'étais en classe de 8e. C'est revenu. Et je suis allé frapper à la porte de Montfortin. Si c'est possible, est-ce que c'est possible pour moi d'entrer dans votre congrégation? C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il y a un moment, il y a un grand vide, mais après, ça revient. Ah oui. C'est Saint-Louis-Marie de Grignon-Montfort qui vous a happé. Voilà. Ah oui, c'est ça. Et vous avez été ordonné prêtre en 2013. Vous avez exercé plusieurs missions à Madagascar, formateur, responsable de jeunes pré-postulants. Et puis en 2018, vous recevez une nouvelle obédience, la France, Pontchâteau. Je sais que vous n'étiez pas très très content au départ de venir en France. Comment justement vous avez accueilli cette nouvelle mission? C'est pas facile. Oui, j'ai reçu comment cet appel le 15 août 2018. Lors de la visite canonique de notre assistant général à Madagascar. Mais c'était vraiment une nuit blanche. Il y a 2 choses qui sont arrivées. En moi, la peur et la confiance. La peur, pourquoi? Le fait de quitter le connu
vers l'inconnu. Ouais. Quitter mes parents, aller dans un monde que je ne connais pas très bien, c'est pas évident. Ah non. Donc il y a la peur. Qu'est-ce que je ferai en France? C'est pas les mêmes réalités à Madagascar. Ouais. C'est ça, on imagine bien. Hein. Oui, c'est pas évident. Et comment c'est ça le premier point, la peur. Mais il y a la confiance. Ouais. Donc la confiance, d'abord, c'est la confiance en Jésus-Christ. Dans notre chambre familiale à Madagascar, nous avions une image de Jésus, de Sainte Faustine là, de la miséricorde de Dieu. Et je me rappelle toujours ce qui est écrit comment au-dessous, Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà. Donc la confiance, deuxième point. Et comme Saint-Louis-Marie de Montfort, lui, il a choisi la confiance en la providence. Donc les chemins de la confiance en la providence. Là aussi, ma confiance, c'est le Christ qui m'envoie, c'est l'Église qui m'envoie. Donc en tant que religieux aussi, j'étais incapable de dire non, j'ai dit oui. Oui, il y a une question d'obéissance aussi, en fait. Hein. C'est quand même, comme chez les militaires, finalement, dans l'Église, il y a l'obéissance à la mission qu'on vous confie. Oui, mais il y a aussi, il y a le Seigneur qui m'appelle. Mais il y a aussi la confiance parce que moi, de la communauté montfortaine à Madagascar, mais il y a une communauté montfortaine qui m'accueille ici en France. Oui, donc, internationale. Le fait de penser déjà que j'ai quand même des confrères en France, là-bas, donc voilà. Ça passe. Et vous êtes arrivé en France donc en décembre 2018, en plein hiver. Pour terminer, Père Hervé, qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans cette nouvelle mission ici à Pontchâteau? Je rappelle qu'au départ, on ne vous a pas nommé curé. Hein. Vous êtes arrivé au calvaire de Pontchâteau. Vous êtes nommé curé là depuis 3 ans. Avant, vous étiez vicaire ou prêtre coopérateur avec le Père Didier de Renaud. Mais si on se remet en 2018, qu'est-ce qui vous a surpris le plus? En 2018, c'est un peu comment fermer par rapport à Madagascar. C'est ça. Donc, je n'ai pas bien compris, vraiment, il y a eu comment un choc culturel. Oui. Ici, on veut bien imaginer. Là-bas, par exemple, quand le prêtre est sorti, frappé à la porte, tout de suite, ok, ici, il faut comment appeler avant de venir, par exemple. Ouais. Donc, c'est pas déjà même réalité. Enfin, chez moi, vous pouvez ne pas appeler avant de venir. Oui, c'est sûr. Je voudrais vous voir, donc voilà. Donc, mais quand même, petit à petit, avec cette ouverture de la vie déjà religieuse, avec notre responsable qui est comme le Père Santino Brembila, qui était notre ancien supérieur général, mais comme responsable aussi du calvaire de Pontchâteau, il nous a appris beaucoup de choses pour la vie. D'abord missionnaire ici en France et surtout les contacts aussi avec les gens. De là, donc, ma première mission au calvaire, c'est par exemple accueillir les petits groupes qui viennent visiter le calvaire, aller visiter les malades et tout ça. Et après, pendant 2 ans, comme coopérateur de Didier de Renaud, donc il y a une autre pratique pastorale. Pratique pastorale. Oui, ça a été quand même progressif. Progressif, oui. Donc il y a la vie religieuse dans la communauté. Après, la sortie, l'ouverture, oui, visiter par exemple le clocher, tout ça. Voilà. Donc c'est un moment pour nous, la présence de Didier, parce qu'il lui aussi, il habitait avec nous au calvaire. Donc c'est important, intéressant pour moi, parce que je peux quand même connaître les réalités sur la pastorale ici en France, tout ça, surtout au niveau de la paroisse. Je me tourne vers vous, Père Éric, mais on va revenir, Père Hervé. Vous êtes le plus récemment ordonné des deux, puisque vous êtes prêtre depuis avril 2023. Vous aussi, vous avez un parcours international qui vous a mené jusqu'à Pontchâteau. Vous venez du Burundi, je l'ai dit. Qu'est-ce qui a marqué votre enfance et votre jeunesse? Mon enfance, c'est... ma famille. Je dirais d'abord que ma vie, elle est marquée par... cette proximité au Seigneur. Je vois dans ma famille, quand maman était encore là, pour nous la prière c'était obligatoire. Que vous soyez petit ou grand, c'était obligatoire. Et je me souviens que tous les samedis, on devrait faire le rosaire en fait. Et c'est le même moment où, pour nous les jeunes, c'est le moment d'aller jouer avec les autres jeunes. C'était pas du tout facile. Mais du tout, moi j'avais
voilà cette envie de ne pas énerver ma maman. Donc j'étais là pour maman en fait. Elle a bon dos la maman. Donc je peux dire que mon enfance, ma jeunesse a été marquée par la vie familiale, Ouais. mais beaucoup plus touchée par cette vie de prière que je découvre, d'ailleurs qui m'aidera plus tard quand maman ne sera plus. Parce que Oui, vous avez perdu votre maman en 2005. c'est ça. Et c'était l'année de votre confirmation. Exactement. Ça a marqué votre chemin de foi, cette épreuve? Si, ça a marqué un peu mon chemin de foi. Pourquoi? Parce que je me souviens quand j'étais en 3e année primaire, à la messe, moi j'ai posé la question à ma mère, mais c'est quoi le métier de cet homme-là qui vient toujours devant nous, qui célèbre la messe? L'homme en blanc? Voilà. Et puis, Le métier, j'adore. Et puis, elle me dit, mais écoutez, il a été appelé par Dieu, il a dit oui à Dieu, Ouais. il est là pour nous. Et chaque fois qu'on finissait la messe, en fait, on avait une condition. En fait, on ne rentrait pas avant que le prêtre ne nous bénisse. Donc, il devait nous faire un petit signe là de quoi sur notre front. Et puis là, C'est bon, vous pouviez partir. oui. Ouais. Alors, quand maman est partie, en fait, ça m'a donné le moment de rentrer dans mon histoire, de me souvenir de toutes ces choses-là, et petit à petit, de poser les choses petit à petit. Et quand est-ce que vous avez vraiment senti cet appel pour le sacerdoce? Cet appel, je dirais qu'il est venu avec ma question que je posais à maman, parce que c'est quelque chose qui m'habitait déjà les trois dimanches d'avant. Mais je n'osais pas poser en fait la question. Ouais. Et je la posais autrement. C'est quoi le métier de cet homme-là? Parce que moi, je sentais aussi à moi ce désir de faire son métier-là. Et quand mon maman m'a dit que c'était l'appel, moi je me dis, c'est quoi cet appel? Alors j'ai essayé de relativiser les choses. Et la vie a continué. Et puis quand j'étais à l'école secondaire, et c'est là que j'ai commencé à fréquenter les groupes d'action catholique. Moi, j'étais dans le MEJ, mouvement eucharistique Des jeunes. Et puis, on avait aussi un rendez-vous mensuel avec une religieuse, soit un prêtre, qui nous parlait du sens de la vie. Donc, comment choisir qui on veut devenir prêtre, soit, marié, tout cela. Et puis, petit à petit, je me suis retrouvé à moi à 50% prêt à être comme les disciples du Seigneur, à tout donner. Et 50% aussi prêt aussi à continuer ma vie, faire ce que je voulais faire. Parce que quand j'étais petit, moi, je voulais devenir soit militaire, soit médecin, soit prêtre. 3 choses. Voilà, donc j'étais dans ce brouillard-là. Ouais. Mais petit à petit, j'ai continué à étudier. Et ce que je n'ai pas lâché, c'est plutôt la prière et la parole de Dieu pour essayer de voir clair. Et c'est comme ça qu'après mes études de lettres modernes, je me suis donné une année de discernement pour poser les choses et choisir dans ce désordre intérieur là, aux militaires, aux médecins, aux prêtres. Et par le moment de retraite, et c'est là que j'ai fait une rencontre avec un petit livret que j'aime beaucoup, que j'ai encore, l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Et à le finir ça, j'ai beaucoup aimé sa petite voix d'amour et qui m'a rejoué dans ma vie. Et du coup, ça m'a aidé à voir où est-ce que le Seigneur voulait me conduire. Et du coup, je voyais que j'étais fait pour être comme ces missionnaires qui arrivaient au Burundi où il n'y avait ni route, où il n'y avait ni voiture. En fait, qui ont donné cet amour pour le Seigneur. Moi, je voulais les imiter. Et c'est là que je me suis aussi
laissé guider par un petit livret qu'on appelle le Secret de Marie et qui m'a conduit chez le missionnaire Montfort. Oui, vous êtes tous les deux missionnaires montfortins et cette spiritualité particulière, elle irrigue votre ministère. Pour la minute qui nous reste, Père Hervé, pour les auditeurs qui ne connaissent pas Saint-Louis-Grignon de Montfort, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Quelle est sa spiritualité ? Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais voilà, si on peut revenir pour conclure cette première partie. Ah oui, Saint-Louis-Marie de Montfort, c'est vraiment donc un grand saint, ici, surtout en France, très connu même mondialement. Oui. Il est né à Montfort-sur-Mer le 31 janvier 1673. Voilà. Et sa mission, surtout dans les diocèses de Nantes, la spiritualité montfortaine... Des fois, les gens s'intéressent surtout à la dévotion à Marie. Parce que lui, il a parlé beaucoup de Marie. Dans ses œuvres, la dévotion à la Très Sainte Vierge, par exemple, qui parlait de Marie. Mais la spiritualité montfortaine qui englobe tout, christologique, eschatologique, pneumatologique, mariologique et tout ça. Donc, surtout la dévotion à Marie pour les pères de Montfort. Ouais. Comment aller à Jésus par Marie. Voilà. Peut-être Eric, si tu as... Oui, si vous voulez compléter. Voilà, c'est exactement ce qu'il vient de dire, avec une petite mission que le Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort nous donne, de restaurer la face de la terre, voilà, par Marie. Donc la finalité, c'est Jésus, mais la mère du Seigneur, voilà, elle est là et nous aide à faire ce travail. Voilà. Eh bien, merci à vous deux, Père Hervé, Père Éric, pour ces premiers échanges. On continue notre tour des clochers en direct de la paroisse Sainte-Croix de Montfort à Pontchâteau. Dans quelques instants, nous irons à la rencontre de Caroline Ardouin, Laetitia Gut et Sylvie Nicou qui vont nous parler de leur mission au cœur de la paroisse Sainte-Croix de Montfort. Et en cette année jubilaire, nous vous proposerons un petit focus sur le clocher de Béné et ses célèbres Saint-Friard et Secondel. Restez avec nous, ce sera juste après la météo. Vous êtes sur Radio Fidélité et jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Tiffaine Cellier et ses invités reviennent dans quelques instants. Un tableau ancien, un bijou, des vins précieux ou une antiquité asiatique. Faites-les expertiser par maître Paul-Marie Musnier, commissaire-priseur dans tout le Grand Ouest. Estimation, vente, expertise, il met son savoir-faire en toute confidentialité au service de vos biens, qu'ils viennent d'une succession ou de votre grenier. Maître Musnier vous accueille dans son bureau nantais ou se déplace à domicile. Appelez le 06 62 888 105. 06 62 888 105. Et retrouvez toutes les infos sur www.milon.com. L'histoire que je veux te raconter parle d'un roi. Le roi des rois. Wow. Il y a des anges, des méchants rois et des miracles. Le roi des rois, un dessin animé extraordinaire pour plonger dans la vie de Jésus. Nous n'avons pas assez de nourriture pour tout le monde. J'espère que ça aidera. Saisissez-le! On ne peut rien faire pour lui? Si, mais pas de la façon que tu crois. Merci beaucoup, papa. Le roi des rois, la plus belle histoire racontée par un père à son fils. Actuellement au cinéma. Hiver comme été, soyez toujours protégés avec la mutuelle Saint-Christophe Assurance. Pour vos contrats santé, auto, habitation, faites le choix d'un assureur catholique et solidaire. Renseignez-vous sur saint-christophe-assurance.fr. Et ce matin, pour nos amis de Pontchâteau, comme ailleurs, le ciel restera assez gris. Les éclaircies sont encore rares, mais ça va s'améliorer dans l'après-midi. 15 degrés sont attendus donc à Pontchâteau, Blain et Savenay. 16 degrés sur le littoral à Pornic, Saint-Michel-Chef-Chef ou encore Préfaille. Cet après-midi, une accalmie sur la plupart des communes, même si quelques nuages résistent dans le nord-ouest. 18 degrés sont attendus à Nantes, Rozay ou encore Vertou. 17 pour Mauves-sur-Loire, Oudon et Carquefou. Et 17 degrés également du côté de Clisson, le Landreau ou encore Valette. En soirée, les nuages domineront encore, mais la pluie se fera assez discrète. 16 degrés attendus à La Planche, La Foissière et Gorges. 17 pour Maisons-sur-Sèvre, Le Palais et Monnières. Et 15 degrés sur la côte à La Bernerie, Pornic ou encore Arton-Henri.
Pour ce qui est des marées, la marée basse aura lieu aujourd'hui à 22h25, prochaine marée haute à 14h29 avec un coefficient de 47. Voilà pour votre météo et on retrouve donc Tiffaine Cellier en direct de la paroisse de la paroisse. C'est parti. Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Merci Clara, oui, en direct de la paroisse de Sainte-Croix de Montfort à Pontchâteau. Merci, il est Tiffaine. 7h31. Pardon, nous sommes toujours en compagnie du père Hervé, du père Éric, et nous allons maintenant entrer pour l'heure à venir dans les coulisses de cette communauté paroissiale à la rencontre de celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Nous accueillons tout d'abord Caroline Ardouin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'EAP, équipe d'animation paroissiale, et chargée de projet Sanctuaire Paul Rayonnant, ainsi que Laetitia Gutt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paroissienne active et membre du CMR chrétien en monde rural. Merci à toutes les deux d'être avec nous ce matin. Je me tourne vers vous, Caroline. Comment est-ce que... je vous me donne le micro. Expliquez-nous brièvement ce que recouvre votre mission au sein de l'EAP, en particulier pour la vie liturgique, les familles, les célébrations. En fait, on se retrouve régulièrement, une fois par mois, au niveau de l'EAP, et puis ça permet aussi d'avoir un retour, de pouvoir réfléchir aux différents projets qu'on peut mettre en place. On a la chance dans la paroisse, depuis 2-3 ans, d'avoir un renouveau avec plusieurs nouvelles familles qui sont arrivées, ce qui donne une belle dynamique aux célébrations. On a des musiciens, des chanteurs, et puis il y a une belle cohésion qui se fait avec la joie de se retrouver, et puis d'avoir aussi des célébrations dominicales qui sont des célébrations joyeuses, vivantes, et qui apportent un renouveau à la paroisse. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de faire vivre avec une messe des familles une fois par mois, qui regroupe aussi les enfants qui se préparent à la première des communions. Et puis ce qui est vraiment très chouette, c'est qu'il y a aussi vraiment un lien intergénérationnel. C'est-à-dire que on accueille vraiment aussi les personnes qui sont là depuis longtemps, qui animent depuis longtemps, en leur apportant un soutien. Et puis, je pense que ça crée de la joie dans la paroisse. Oui, ça c'est un vrai défi aujourd'hui pour les paroisses, d'arriver à faire cohabiter différentes générations, différentes sensibilités. Comment est-ce que vous décririez justement les caractéristiques principales de cette paroisse par rapport à la population, à l'ambiance, au territoire ? Alors, on est dans une paroisse qui est rurale, donc comme vous l'avez dit, 8 clochers. 8 clochers qui vivent vraiment avec leur spécificité locale. Et c'est bien de pouvoir sillonner les clochers. On peut aller, c'est vrai, quand moi j'ai l'habitude d'animer des célébrations et d'aller dans les différents clochers. Et c'est chouette parce qu'on rencontre les communautés locales et on doit s'adapter. Et Père Éric acquiesce. Il acquiesce. C'est toujours un peu variable. Mais c'est chouette en fait d'aller à la rencontre de la diversité des personnes qu'on peut voir dans les clochers. Et vous évoquiez en préparant cette émission un terrain entre guillemets qui évolue. Vous le disiez, on parle de nouvelles, plus de fréquentation peut-être de l'Église. C'est quoi justement ces évolutions que vous observez vous depuis quelques années dans la paroisse ? Depuis 2-3 ans, on a vraiment un noyau de nouvelles familles qui viennent au niveau des célébrations. Il y a de l'éveil à la foi qui est proposé le dimanche matin, donc sur la messe de Pontchâteau, quelque chose qui est nouveau et puis qui permet d'accueillir les très jeunes enfants. Puis il y a une belle dynamique aussi au niveau de la catéchèse. On voit certaines mamans qui s'investissent et puis qui viennent à la rencontre des familles. Donc moi, j'ai beaucoup d'espérance là-dedans parce que je me dis que c'est le renouveau en fait de l'Église. C'est votre présence, c'est Père pas Hervé, Père forcément. Éric, c'est vos sourires qui font revenir. C'est vraiment comment les faire ensemble parce que l'objectif c'est d'accueillir toutes les personnes qui viennent vers la paroisse. Il est proposé que les prêtres, pas seulement les prêtres, mais les autres aussi, soient d'accueil. Donc on a fait comment par exemple au début et à la fin de la messe par exemple. Les prêtres se mettent au fond de l'église pour dire bonjour aux gens, pour accueillir les gens avant la messe. Et pareil, à la fin de la messe aussi, au fond de l'église pour dire au revoir, souhaiter aussi bon dimanche, bonne semaine. Du si lien, c'est possible, quoi. fixer rendez-vous pour boire un coup, peut-être, ça peut arriver aussi. Non, mais c'est vrai que ça fait toute la différence. Laetitia Gutt. C'est oui.
Comme un certain nombre de paroisses en France, vous nous dites qu'il y a un renouveau pour les baptêmes d'enfants, mais aussi d'adultes. C'est quoi la réalité derrière ces mots? Est-ce que c'est des chiffres, des tendances ou simplement un regain d'intérêt? Bon, je pense qu'on a quand même une émulation. En fait, je pense que ça passe beaucoup par les témoignages. C'est-à-dire que les jeunes communiants ou les jeunes qui ont fait leur baptême, même plus vers 7 ou 10 ans, en parlent. Et c'est ça qui fait le renouveau, à mon avis. C'est le témoignage qu'on peut faire les uns avec les autres, qui ouvre à un autre regard de notre foi. C'est-à-dire que je pense que les jeunes comprennent que vivre sa foi, c'est pas forcément ce qu'ils peuvent avoir imaginé dans les traditions, ce qu'ils avaient pu recevoir. Donc c'est de là que vient le renouveau. Ça évolue, les gens. Moi, je dis que ça fait partie de la particularité de la paroisse en campagne, les contacts, les relations avec les gens aussi. Donc on est très très proche des... Il y a un éloignement géographique, mais de fait, on n'est pas loin. Voilà. Et je me tourne à présent vers vous, Laetitia Gut. Vous êtes une paroissienne active et membre du CMR, je le disais, les chrétiens monde rural. Alors, dans le cadre de l'anniversaire de Laudato Si, l'encyclique du pape François sur la sauvegarde de la création, Caroline Ardouin, ici présente qu'on vient d'entendre, vous a proposé un projet intitulé The Week. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que ce projet The Week et comment il a vu le jour ici dans la paroisse ? The Week est venu du pôle Laudato Si qui existe au sanctuaire, au calvaire de Pontchâteau. Et l'idée, c'était de voir comment on peut faire plus de liens avec la paroisse et le sanctuaire. Et aussi de proposer des sujets autour de l'écologie intégrale. Et alors The Week, c'est un projet qui est à l'échelle nationale, voire même mondiale, je crois, qui est proposé gracieusement par un spécialiste. Et en fait, ça consiste à 3 soirées qui se touchent, qui se suivent, avec 3 épisodes d'un même film, avec une méthode qui s'appelle la méthode en U. C'est-à-dire qu'on découvre l'état de la planète. Donc, on descend très, très bas, ça secoue. Et puis après, on se rend compte qu'on peut quand même agir, chacun là où il est, pour éventuellement créer des éléments de bascule et après retrouver l'espoir et puis se mettre à agir, tout simplement. Est-ce que la paroisse a bien répondu justement à cet appel? Est-ce que vous avez senti une vraie mobilisation des paroissiens? Alors, une vraie mobilisation, je ne sais pas, parce que c'est quand même assez contraignant. 3 soirées de rang, c'est pas donné à tout le monde. Mais il y avait quand même 25 participants en avril dernier, de 18 ans à 100 ans, je crois. 102 ans. 102 ans, pardon. Donc moi je trouve que ça a quand même bien bougé. Moi-même, en fait, j'y suis venue un peu par hasard. C'est Caroline qui m'a interpellée, vu que je suis, en tant que membre du CMR, mobilisée sur ces sujets depuis 2005, je crois. C'est une rencontre avec Elena Lassida qui a tout changé dans ma vie. Et depuis, le développement durable, l'écologie intégrale, ça coule dans mes veines. Voilà. Sociologue, théologienne, très engagée sur l'environnement. Voilà. Et donc The Week, ça m'a tout de suite interpellée. Et ce qui est intéressant dans ce type de session ciné-débat, entre guillemets, c'est que ça rassemble au niveau intergénérationnel et surtout ça amène du partage à l'issue de chaque épisode. On peut discuter avec les gens. Ça dure pas très longtemps, 1h30, 2 heures la soirée, donc ça bloque pas tout son planning. Et après, dans les échanges avec les participants, on peut livrer ses émotions, mais aussi donner des idées. Et puis après, le rôle de Caroline, par exemple, qui était l'animatrice de la première session, a été de nous aider à décortiquer toutes ces idées, faire le tri pour dégager 4 axes principaux pour notre paroisse, notre commune, pour agir. Et oui, et justement, alors c'était quoi donc ces 4 axes? Quelles initiatives, en fait, ça a permis de faire émerger? Alors, il y a 4 types de propositions qui ont été retenues. La première, c'est la création d'un jardin fraternel et intergénérationnel. On a un lieu ici, près du presbytère, qui était un peu en friche. Et l'idée, c'est de pouvoir faire vivre ce lieu et surtout amener la rencontre entre différentes générations. Donc,
des paroissiens qui aiment le jardinage, des enfants qui le découvrent. Ouais. Parce qu'il y a même des gens qui c'était l'occasion de le découvrir. Ah, tant mieux, c'est bien. Voilà, il y a des échanges sur les méthodes de cultiver un jardin. Il y a des méthodes maniaques et puis il y a les méthodes, comment on appelle ça plus libres. Plus libres. Ouais, voilà. Où on laisse pousser. Plus sauvage. La permaculture, par exemple, pour certaines personnes, c'est un peu secouant. ça défrise. Donc comme quoi, même un jardin, c'est comme l'église, il faut faire avec toutes les sensibilités. C'est ça, et puis apprendre à s'écouter, et puis finalement pas perdre de vue le but final. Enfin là, le but de ce jardin, c'est alors c'est pas de nourrir la planète, c'est de cultiver des fleurs pour aller les offrir après à des personnes isolées ou malades. Ouais. Et puis il y a d'autres initiatives. Il y a du coup vous engagez dans le label Église verte. Il y a aussi le lien avec les pas de voisins. Hein. Alors les pas de voisins, c'est sur les fleurs, là, l'idée d'initier ça pour pouvoir offrir des fleurs. Et puis le label Église verte, ça y est. Alors on a à chaque fois sur chaque axe, il y a une personne référente différente. L'idée, c'est aussi de se mettre en mouvement chacun à la hauteur de nos moyens. Donc sur le label Église verte, on vient d'obtenir déjà le premier échelon qui s'appelle Graines de Sénévé. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller petit pas par petit pas, de se reposer des bonnes questions sur qu'est-ce qu'on fait bien ou pas aujourd'hui ou pas très bien, et puis d'avancer progressivement, tout ça aussi en lien avec notre écosystème, donc la ville où vous êtes. Enfin, où on est. Oui. Vous êtes aussi engagée au CMR, Laetitia. Pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que ce mouvement ? Alors le CMR, c'est un mouvement d'action catholique et un mouvement d'éducation populaire. Donc concrètement, sur le quotidien, c'est une réunion toutes les 6 semaines à peu près avec des gens qu'on ne connaît pas forcément au début et où on va parler d'un fait de vie, du concret vraiment de nos vies, comment on le regarde avec d'autres. Et puis à la lumière aussi de la parole. Et puis après, on est invité à se mettre en action, en mouvement, soit dans notre vie personnelle, soit en groupe. Donc pour vous donner un exemple, là il y avait un grand rassemblement qui s'appelle Festi Rural cet été. Un des membres de notre équipe a repéré le festival alimentaire et l'a proposé à la Bobine. Et on aura, la Bobine, c'est le cinéma associatif. Cinéma associatif de Pontchâteau. Et du coup, il y aura 3 ciné-débats ce soir, la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc voilà, dans le cadre du festival alimentaire. Voilà, c'est ça. Donc tous ceux qui veulent venir participer, avis aux auditeurs, n'hésitez pas à venir à la Bobine ce soir. Oui. À quelle heure ? 20h30. Voilà, un documentaire suivi d'échanges avec 2 agriculteurs et un conseiller économique spécialisé dans l'installation des fermes. Pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie, justement, du CMR ? Alors, il y a eu un moment où je me suis détachée un peu de la vie paroissiale, on va dire. Donc, ça m'a permis d'être toujours membre d'église, mais d'une autre manière. Et puis, ça nous apporte le fait d'avoir une relecture de vie au fur et à mesure de la vie. Par exemple, quand on a des enfants, ça vient complètement bousculer le petit couple tranquille. Et ça permet de ne pas être tout seul face aux événements qui nous secouent dans la vie. Et puis de prendre du recul et de pouvoir réfléchir à ce qu'on fait concrètement au quotidien, et puis de garder, si on est croyant, parce que c'est ouvert aussi à des gens qui sont soit en recherche, soit non croyants, de mettre tout ça sous le regard de l'évangile et d'amener un peu de spiritualité dans nos vies aussi. Donc le CMR, il faut juste habiter en monde rural. Ou en tout cas être concerné par les questions de ruralité, ou se sentir un peu rural dans l'âme, parce qu'il y a quand même des personnes en ville qui font partie du CMR. Chrétien dans le monde rural. Dans le monde rural. Merci beaucoup Laetitia Gut d'avoir partagé avec les auditeurs de Radio Fidélité vos engagements à la paroisse Sainte-Croix de Montfort et puis nous avoir bien ouvert nos oreilles sur le festival alimentaire. Caroline Ardouin, vous restez avec nous. Oui. Okay. Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers.
Et nous poursuivons ce tour des clochers en direct, toujours au cœur de cette communauté vivante. Et on s'intéresse à un pèlerinage en cette année jubilaire, celui de Béné, sur les pas de Friard et Segondel. Bonjour Sylvie Nicou. Bonjour. Vous êtes paroissienne de cette communauté de Sainte-Croix-de-Montfort à Pontchâteau. Friard et Segondel, deux ermites du VIe siècle. Pour nos auditeurs qui ne les connaissent pas, c'était qui étaient-ils et pourquoi leur histoire nous parle encore aujourd'hui ? Alors Friard, c'était un fils de laboureur et il priait. Sa famille, dès son plus jeune âge, l'a appris à aller à l'église et à prier. Et très tard, il a choisi de se retirer seul sur Béné et de vivre sa vie d'ermite. Mmh. Et oui, moi, ce qui m'a frappée dans l'histoire de Friard, c'est ce choix radical à 53 ans. Et vous, qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans son parcours ? En fait, le fait d'être parti, parce qu'il était natif de Bassintres, à côté de Nantes, et d'être parti et d'être arrivé à Béné, en fait, à l'époque, c'était un lieu isolé, marécageux. Et le fait de s'arrêter ici à Béné et de vivre cette vie d'ermite. Oui, c'est assez. On a du mal aujourd'hui à imaginer ça. Ouais. Et Segondel, alors, quel était son lien avec Friard ? Donc, Segondel, il était également originaire Bassintres, je ne sais pas, mais des environs de Nantes aussi. Ouais. Et il a rejoint Friard parce qu'il je vous en prie. Qu'est-ce qu'il cherchait ? Il a décidé de suivre Friard, en fait, dans sa vie d'ermite. Ouais. Ouais. Oui, c'est ce qu'il voulait, en fait. Voilà. Il voulait devenir appelé par la prière, lui aussi, parce que c'était un fidèle ami et disciple de Friard. Ouais. Et lui aussi, il voulait se retirer dans ce lieu un peu isolé et ils passaient leur journée à prier, à cultiver, à rencontrer les gens qui habitaient Père Hervé, c'est quand même une sacrée vie, une vie d'ermite. Oui, c'est ermite. Moi, je suis missionnaire. Chacun son rôle. Mais être ermite aussi, c'est comment le fait de se retirer pour se mettre vraiment en relation avec Dieu. Ouais. Ah oui, voilà. Vous le comprenez quand même, ça ? Vous qui êtes plutôt un être de lien. Voilà, donc c'est intéressant quand même. Ouais. Alors cet été, les 1er, 2 et 3 août, vous avez vécu la fête annuelle des Saints Friard et Segondel dans le cadre du jubilé diocésain. Alors racontez-nous cette journée du 3 août, près de 300 personnes, une procession, Monseigneur Laurent Percereau, on imagine une atmosphère assez incroyable. Oui, on a eu la chance d'avoir cette messe présidée par notre évêque. Et on a eu vraiment une belle équipe de bénévoles, de paroissiens, les services communaux, vraiment un bel élan pour organiser cette fête qui a lieu tous les ans, tous les premiers dimanches d'août. Depuis 35 ans. En fait, Saint-Segond et Saint-Friard. Et qui met en lien aussi des gens qui ne sont pas forcément croyants. Ouais, c'est ça. Qui se motive pour cette journée de tradition aussi locale. Un moment de communion. Oui, complètement. Ouais. Père Éric, est-ce que vous voulez ajouter un mot justement ? Non, mais dites-moi parce que vous y étiez ? Bon, je voulais plutôt dire merci quand même à notre évêque. Parce que moi, j'étais à Rome pour le jubilé des jeunes. Ah oui, tu n'étais pas là. Ah, mais oui. Non, j'étais pas là. Et notre évêque, il était aussi à Rome avec nous. Mais il a coupé le jubilé de jeunes pour venir le célébrer ici à Béné. Alors, merci, Monseigneur Percereau. J'espère qu'il nous écoute ce matin, ou on lui enverra le lien. Ça vous a marqué, ça ? Oui, moi, ça m'a beaucoup marqué. Cette disponibilité, c'est fou, en fait. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, vous avez marché de l'église de Béné jusqu'au jardin de Saint-Segond. La messe était célébrée d'une procession qui partait de l'église Saint-Friard dans le bourg de Béné et qui allait jusqu'au jardin Saint-Segond où était célébrée la messe, en passant par la fontaine Saint-Segond.
donc tous ces lieux dédiés à Saint-Friard et Saint-Segondel. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce pèlerinage ? Déjà, il y avait du monde, parce qu'on ne savait pas du tout... Vous ne saviez pas si ça allait fonctionner ? Voilà, si ça allait fonctionner. Et il y avait une belle procession. Et c'était une procession vraiment très bien animée, d'ailleurs par Caroline qui était là, chantante, joyeuse. Et c'était vraiment beau. Vous avez animé, Caroline ? Oui, c'était vraiment un beau moment communautaire. Moi, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. De sentir la joie de se retrouver, parce qu'en plus c'était la seule célébration pour la paroisse et aussi pour le sanctuaire. Donc localement, tout le monde était regroupé. Donc on a la chorale du sanctuaire qui est venue participer. Enfin vraiment, on a la mère de Béné qui était là aussi présente sur cette journée. Donc, et qui a échangé avec notre évêque. Donc il y avait vraiment une belle collaboration entre la municipalité et aussi qui a donné de son temps pour restaurer les monuments, pour préparer cette journée. Donc moi je trouve que ce lien qui a été créé dans tous les domaines, c'était vraiment la fraternité célébrée dans la joie. Donc c'était vraiment une très belle journée. Oui, je voudrais insister sur cette participation active de la mairie de Béné aussi, parce que chaque année, comme Sylvie a dit tout à l'heure, on célèbre depuis 35 ans, la fête des Saint-Friard et Saint-Segondel là, sur ce lieu-là. Mais il y a la participation active de la mairie pour l'entretien de ces sites, le nettoyage et tout ça, des bénévoles et tout ça. C'est vraiment sympa parce qu'il y a vraiment la coopération. Et la belle participation aussi de nos paroissiens, les équipes liturgiques et tout ça, avec des célébrations attractives, quoi. C'est ça. Et on parle de monuments, mais justement, dans l'église de Béné, il y a des vitraux qui racontent l'histoire de ces saints, une crypte, mais aussi des reliques de l'époque mérovingienne. Décrivez-nous un petit peu ces trésors, Sylvie Nicot. Alors oui, on a la chance d'avoir dans l'église Saint-Friard des monuments ou des objets qu'on n'a pas ailleurs et qui racontent vraiment bien la vie de Saint-Friard et Saint-Segondel. À l'entrée de l'église, déjà, à gauche, on a la chapelle des fonts baptismaux. Et c'est rare d'en avoir aussi dans des églises. Et lorsqu'on avance dans l'église, on a différentes statues, plusieurs statues, et dont Saint-Friard et Saint-Segondel qui sont plus vers le chœur. Et on a, en effet, au fond du chœur, on a les vitraux qui font tout le tour et qui racontent la vie de Saint-Friard et Saint-Segondel. Ce sont de très beaux vitraux qui sont à voir et qui se lisent d'une façon particulière. Ah oui. Et ça me fait penser également que dans le cadre de cet élan que nous avons eu pour le jubilé et pour la fête de Saint-Segond et Saint-Friard, nous avons fait faire des plaques explicatives dans l'église de Saint-Friard. Et on a une plaque justement qui explique la lecture des vitraux qui se fait de droite à gauche et le dernier qui est central. Et on a également la chance d'avoir une belle crypte très bien entretenue et très bien entretenue. Et on a des explications aussi qui ont été rajoutées par rapport à tout ça. Et pour faire vivre cette crypte aussi, depuis plus d'1 an, le père Hervé et le père Éric célèbrent une messe tous les troisième mercredi de chaque mois. On fait une petite messe dans la crypte pour la faire vivre, justement. Oui, parce qu'il faut faire vivre ces moments. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une messe qui permet à des personnes âgées, par exemple, qui ne peuvent pas forcément se déplacer en milieu rural, de pouvoir avoir une messe dans le courant du mois. Dans leur lieu de vie. C'est ça. Et ça crée aussi du lien avec les personnes de proximité du clocher. Et je crois qu'en milieu rural, c'est vraiment important de pouvoir créer des lieux de proximité fraternelle dans les clochers, là où les distances parfois sont différentes des villes. Et ça permet pour la petite commune de Médine justement d'avoir 2 messes par mois, parce que
Il y a beaucoup de petites communes rurales qui ont une messe tous les mois ou tous les 2 mois. Et à Béné, on a la chance d'en avoir 2. Le premier samedi de chaque mois, plus le troisième mercredi dans la crypte. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas pu y participer, à ce pèlerinage cet été, il est encore possible de découvrir ce lieu jusqu'à la fin de l'année jubilaire. Il existe cet ouvrage dont on a déjà parlé lorsqu'on était à Riaillé, Témoins d'espérance, cet ouvrage qui donne tous les lieux de pèlerinage de la Loire-Atlantique, enfin de notre diocèse. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour visiter ou pèleriner à Béné ? Alors, on a une équipe de bénévoles qui est disponible pendant toute l'année jubilaire pour ouvrir l'église Saint-Frayard et la chapelle Saint-Second et pour accompagner les visites et même commenter les visites. Ouais. Donc, il suffit de contacter, je ne sais pas si je donne les personnes, mais... on peut se rendre sur le site internet de la paroisse. Il y a toutes les informations et on se rend disponible pour accompagner les personnes qui veulent venir visiter tous ces lieux. Alors, un dernier mot, en quoi ces 2 ermites, je m'adresse à ceux qui veulent répondre, Friard et Secondel, peuvent être pour nous, en fait, des pèlerins d'espérance en 2025 ? Vous battez pas pour répondre. Allez-y. Moi, je crois que déjà de voir leur persévérance dans la foi en étant isolés et ermites, et le témoignage qu'ils laissent encore aujourd'hui, puisque c'est des saints du VIe siècle, donc c'est vraiment très très ancien. Très très loin. Et quand je vois le nombre de groupes qui sont venus pèleriner et la joie de rencontrer leur vie, de découvrir la vie de Saint-Friard et Saint-Second, et d'avoir un espace reculé là où aujourd'hui on a du mal parfois à prendre du recul sur nos vies, c'est plein d'espérance en fait. Ça vient réveiller en fait la profondeur de nos cœurs, et c'est peut-être là qu'il faut aller chercher l'espérance. C'est un beau mot. Que vous êtes d'accord avec ça, Père Hervé ? Tout à fait. Est-ce que ces saints-là, ils vous guident un petit peu dans votre mission ? Alors, je sais que vous avez déjà Saint Louis Grignon de Montfort, mais... Saint-Louis-Marie Grignon. Louis-Marie. Vous avez beaucoup de saints, finalement, autour de vous, à Pontchâteau, pour vous guider dans votre mission. Ah oui, exactement. Il y a Saint-Louis-Marie de Montfort. Il y a aussi le bienheureux Michel Fleury. Oui, dont on va parler tout à l'heure, tout à fait. Pas seulement, cette année jubilaire, mais tout au long de notre pèlerinage terrestre quand même, nous sommes tous invités à entretenir notre relation avec Dieu. Et le passage de l'évangile d'aujourd'hui parle de ça. Donc, comment entretenir notre relation avec Dieu. Donc, tisser des liens avec Dieu, mais surtout, et aussi avec nos frères et sœurs. Parce que nous sommes tous appelés à marcher, cheminer ensemble. Et je ne sais pas, parce que dans sa lettre pastorale, notre évêque a bien mis en évidence la communauté fraternelle et charitable. Merci beaucoup. Et nous poursuivons notre tour des clochers ici à la paroisse de Sainte-Croix de Montfort avec encore de beaux témoignages et éclairages sur la vie pontchâtelaine. Dans quelques instants, cap sur le calvaire pour en découvrir le lien avec la paroisse, les bénévoles qui l'animent et quelques trésors de l'histoire locale. À 8h45, Stéphane Poilvé, premier adjoint au maire, nous accompagnera pour le dernier quart d'heure de ce tour des clochers. Mais tout de suite, place à l'actualité. Le tour des clochers vous est présenté par la Maison du Bon Pasteur. EHPAD associatif au service des prêtres et des laïcs dans le quartier Saint-Donatien à Nantes. Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Sellier et ses invités. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour cette deuxième heure du Tour des Clochers à Pontchâteau, à la paroisse Sainte-Croix de Montfort en compagnie du Père Hervé et du Père Éric. Pendant cette première heure, on a parlé de vos parcours de jeunes prêtres. On a également échangé sur la vie paroissiale avec ceux qui la font vivre. À 8h45, nous accueillerons Stéphane Poilvé, premier adjoint au maire, pour parler des défis de la ville. Mais tout de suite, nous sommes rejoints par sœur Chantal Rabier, coordinatrice pastorale paroissiale, membre de la congrégation des Filles de la Sagesse, et Germain Charrier, l'un des bénévoles engagés au calvaire de Pontchâteau. Bonjour à tous les deux. Bonjour.
Sœur Chantal, vous êtes CPP, je l'ai dit, coordinatrice pastorale et paroissiale et membre de la congrégation des Filles de la Sagesse. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la communauté avec les frères Montfortin et les frères de Saint-Gabriel? Nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, sur le calvaire de Pontchâteau, il y a 3 congrégations. Avec le père de Montfort qui a créé les trois congrégations. Hein, ouais. Et donc on travaille ensemble pour l'animation sur le calvaire. Mmh. Et comme vous l'avez su, il y a 2 pères Montfortins qui sont chargés de la paroisse, enfin des clochers, des 8 clochers. Voilà, Père Hervé, Père Éric. Donc nous, au niveau des Filles de la Sagesse, donc comme membre de la fraternité Montfortin, je ne sais pas trop comment dire. La famille Montfortin, enfin, je suis un peu troublé. On comprend, vous inquiétez pas. La communauté fait l'animation, participe à l'animation sur le calvaire. Moi, on m'a demandé de travailler en lien avec le curé de la paroisse, qui est à Montfortin. Alors, ce qui fait que le lien entre paroisse et le site, le sanctuaire, eh bien, c'est grâce à la famille Montfortin, en quelque sorte, parce que on porte ensemble la mission. Ouais. Mais en plus de ça, vous êtes quand même à la paroisse. Vous avez des missions. Je suis à la paroisse tous les matins. Ouais. Tous les matins, et j'assure le lien, tout ce que... parce que coordination, c'est le lien avec les gens, l'attention aux personnes, voir toutes les questions qui se posent et faire le lien avec le curé et avec le père Éric. Justement, vous parliez de lien entre la paroisse Sainte-Croix de Montfort et le calvaire. Comment concrètement elle s'articule justement cette relation ? Dans les rencontres qu'on peut avoir, on se voit régulièrement sur le site, on prie ensemble, on a l'Eucharistie ensemble, on mange quelquefois ensemble, au moins 2 fois par semaine. Donc, si vous voulez, le lien, il est très spontané, je dirais. On n'a pas toujours besoin d'une réunion, mais on se tient au courant les uns par rapport aux autres, par rapport à la gestion de la paroisse. Oui, parce que vous avez été nommé CPP il y a 5 ans. Oui, exactement. Donc en fait, vous faites vraiment ce travail-là depuis 5 ans, de cette mise en relation qui est plus facile avec des gens de la congrégation au sein même de la paroisse. Alors c'est le lien avec tous les services en quelque sorte normalement. Avec le Père Hervé, nous regardons un peu tout ce qui est autour des services de la paroisse. Voilà, donc c'est ça mon travail. L'accueil ici. La gestion un peu des gens qui font l'accueil ici. Voilà, vous avez le côté administratif un rôle aussi. d'administratif. Il faut être un peu un couteau à 5... non, un mouton à 5 pattes. Voilà. Un couteau suisse. Un couteau suisse, c'est ça. Sœur Chantal, le calvaire, il a été institué pôle rayonnant par Monseigneur Perceroux. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, si j'ai bien compris... Peut-être Caroline, vous pouvez compléter si vous avez... Caroline est toujours là, mais on vous écoute déjà. Parce que moi, je ne fais pas partie du pôle rayonnant. Du pôle rayonnant en tant que tel. C'est plutôt Hervé qui gère ça, le père Hervé. Et ce qu'il y a, c'est que, d'après ce que j'ai compris, c'est que sur le diocèse, il n'y a plus de lieu de rencontre. Et le père Hervé et le père évêque voulaient avoir un pôle qui accueille, qui rayonne sur le diocèse et qui est attentif à l'évangélisation de toute personne. De toute personne. Voilà. Et donc... Alors, sur le pôle rayonnant, vous avez... Il y a un bureau, si vous voulez, et puis il y a 4 pôles pour réfléchir un peu sur qu'est-ce qu'on va vivre là sur le pôle rayonnant. Alors moi, je fais partie du pôle lien entre paroisse et calvaire. C'est ça. Donc, c'est ça. Après, il y a un autre pôle, mais peut-être que vous en avez entendu parler. Il y a le pôle centre spirituel, je vous avais dit. Ça, c'est assez nouveau. On met en place, enfin, c'est surtout c'est tenu par les Filles de la Sagesse, avec le père Santino, qui est recteur, et on assure les liens et l'accompagnement et la dynamique de
de ce pôle, de ce centre spirituel. Pour accueillir le grand public. Pour faire des retraites si on veut, etc. Et après le pôle Laudato Si, mais ça c'est avec Germain. Voilà, Germain Charrier qui est juste à côté. Ouais, et puis il y a le pôle jeune avec la sœur Christine. Qui, elle, est dans la pastorale scolaire. D'accord. Voilà, c'est ça. Caroline, vous voulez compléter ? Oui, c'est intéressant ce projet de pôle rayonnant parce que le Calvaire, c'est un site qui est vraiment propice aux rencontres. Il y a un énorme espace naturel de 14 hectares. Ouais. Et puis, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a beaucoup de bénévoles qui interviennent dessus. Et c'est un lieu qui attire du monde parce que, de par sa situation géographique, beaucoup de gens passent devant le Calvaire, donc sont intrigués par cet espace. Et il y a de quoi accueillir. Donc l'idée, c'est vraiment de développer ce projet pour que tout le diocèse puisse venir, se retrouver et qu'il puisse y avoir un regroupement qui ensuite rayonne ensuite dans tout. Oui, parce que je disais au tout début, à 7h, quand on présentait cette émission, que vous étiez chargé de projet pôle rayonnant. Et quand on entend ça, on ne sait pas trop. Maintenant, oui, c'est vrai. En fait, je travaille juste à mi-temps depuis le début octobre. C'est tout frais pour pouvoir essayer de communiquer plus, de développer la communication sur le site du sanctuaire et sur ce projet du pôle rayonnant qui est déjà en œuvre depuis 3 ans, et plusieurs années, mais qui prend forme petit à petit avec les 3 congrégations locales et dans une dynamique qui se veut diocésaine, vraiment large. Et Germain Charrier, vous êtes l'un des bénévoles engagés au Calvaire. Depuis combien de temps et comment est-ce que vous vous engagez ? Alors, bonjour à tous. Je suis bénévole au Calvaire depuis 44 ans, parce que quand on se marie à Pontchâteau, on est tout de suite bénévole au Calvaire. Faut penser à ça. Et ma Marie... En me mariant avec ma Marie, j'étais tout de suite bénévole au Calvaire. Alors, ça a pris une tournure plus importante depuis 2010, où je travaille sur les grands événements, la messe télévisée en 2010 pour la mort de la création du Calvaire, les 300 ans de la création du Calvaire, et puis en 2016 pour la mort de Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort. Donc voilà, je suis bénévole au Calvaire depuis longtemps et je commence à avoir une certaine histoire. Il y a une centaine de bénévoles, il me semble. 120, c'est ça ? C'est ça, 120 bénévoles. Donc il faut une organisation incroyable. Ça fait 300 ans que Montfort nous a éduqués, formés pour accueillir les bénévoles et faire vivre le Calvaire. Donc là, on poursuit Vous poursuivez l'œuvre. L'œuvre a été transmise et il faut que ça dure. Et justement, vous portez actuellement un projet particulier, Germain, le Jubilé des Clameurs. Qu'est-ce que c'est ? Quel est l'objectif ? Alors le Jubilé des Clameurs, ça rentre dans l'année du jubilé. On en a fait toute l'année, là. C'était formidable. On a vécu un jubilé par mois et là, la diaconie nous a rejoint pour organiser le Jubilé des Clameurs, la clameur des pauvres et la clameur de la terre. On rejoint aussi Laudato Si, ce qu'on avait préparé, travaillé depuis 2021. Voilà, donc... Et c'est demain. Alors c'est demain, ça a commencé depuis un moment, là, les pommes et puis les lentilles sont arrivées, le matériel aussi, donc je vais vous quitter tout à l'heure pour aller monter avec une équipe de bénévoles toute la logistique et on commence demain. Alors donc chaque paroisse organise son jubilé à l'intérieur des paroisses, s'ils peuvent, et où il y a des marches prévues et tout le monde se retrouve vers midi pour le repas frugal de lentilles et carottes. Et après, il y a une quinzaine d'ateliers qui vont nous permettre de passer l'après-midi. De réfléchir, en fait, c'est ça ? L'après-midi. Et puis, on termine avec la messe de Monseigneur Perceroux à 16h30. Oui, Caroline. Oui, typiquement, ce genre de journée, ça rejoint vraiment l'idée du projet du pôle rayonnant. Voyez, c'est ça, de faire venir tout le diocèse sur le lieu et de faire une journée fraternelle. Pour ce Jubilé des Clameurs, tout le monde se retrouve à Pontchâteau. C'est une proposition diocésaine. Ouais. C'est vraiment dans l'esprit
de ce qu'on souhaite pour le pôle rayonnant Pontchâteau. Donc on essaiera de faire une émission spéciale calvaire un peu plus tard. Hein. Merci beaucoup Sœur Chantal Rabier et Germain Charrier pour votre présence ce matin sur Radio Fidélité. Et nous on poursuit notre tour des clochers. Je suis désolée, c'est court, c'est très frustrant. Allez, j'avais 2 pages. Moi. Oh, il y a une information essentielle, mais après, je vous laisse, mais après, il faut que j'accueille Annick Lébert. Mais vous aviez une chose essentielle à dire, Germain, que je ne vous ai pas fait dire? Non, le groupe Laudato Si a démarré en 2021. On a fait une le pôle au sein du Calvaire. 2024, et on a un partenariat fort, par exemple, dans la biodiversité avec le parc de Brière et la mairie de Pontchâteau, puisque vous allez recevoir la mairie. Oui. Sur l'atlas de la biodiversité, le Calvaire est un point central de cet atlas et on met en évidence des espèces remarquables. Moi, j'ai passé l'autre jour 20 minutes à regarder les libellules, j'en étais sur le derrière. On a entendu parler du jardin, du parc de la Brière aux informations ce matin, justement. Oui, c'est un pôle très important. Encore et puis autrement, on rentre maintenant dans un projet plus large avec à l'initiative de Caroline sur The Week, avec on en a parlé ce matin. L'église verte, le jardin partagé qu'on a commencé. On en a parlé ce matin, Germain. Je suis désolée, on en a parlé tout à l'heure. On a planté des salades. Il fallait venir plus tôt. On avait planté des salades et tout. Il fallait venir tout à l'heure. Allez, tout de suite, on accueille Annick Lébert. Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Bonjour Annick, je vous laisse prendre place. Merci d'avoir accepté de venir ce matin nous parler de l'histoire locale et de nous faire découvrir les trésors patrimoniaux de cette commune située entre Nantes et Vannes. Bonjour Annick. Bonjour. Alors il faut que vous mettiez proche du micro pour que les auditeurs puissent bien vous entendre. Alors pour démarrer, situons un peu Pontchâteau. Je l'ai dit, une ville entre Vannes et Nantes sur les rives du Brivet. D'ailleurs, son nom est totalement lié à son histoire et à sa situation géographique. Alors, son nom, bien sûr, Pontchâteau. Qui s'écrit Pontchâteau accroché ou Pont-Château? Dans les archives, Pontchâteau accroché. Mais on a effectivement possibilité d'associer pont et château par un tiret. Les 2 écritures sont admises, mais sur le plan des archives, on retrouve le nom en entier. Alors, pourquoi Pontchâteau? Alors, effectivement, Pontchâteau est un carrefour du Brivet, avec le Brivet et la route et l'axe Nantes-Vannes. Et André Martin, notre historien local, nous précise que le pont sur le Brivet, en centre-ville, fut longtemps le seul point de passage sur cette rivière. Il me semble... Pardon, je vous laisse terminer. Et cette rivière arrive donc à la Loire, près du pont de Saint-Nazaire. Alors le château, il a dû en exister de nombreux. Château. Des fouilles ont déjà décelé un castrum dans le méandre de la rive gauche du Brivet, donc, qui atteste de la présence de Pontchâtelain dès le IXe siècle. Donc maintenant, Pontchâteau reste un carrefour, et le carrefour aussi pour toutes les paroisses, pour toutes les communautés, tous les clochers. Oui. On dirait que notre paroisse est un petit peu un papillon. Il faut passer par Pontchâteau pour aller de Béné, par exemple, à Sainte-Anne. Ah oui, c'est ça qui la rend si dynamique aussi. Voilà. À Pontchâteau, il y a 2 monuments patrimoniaux qui se distinguent vraiment. Il y a l'auberge de l'Écu de France et la maison du Châtelier. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que ces 2 bâtiments racontent sur l'histoire de la ville? Alors effectivement, je vous propose ces 2 monuments. Il y a bien d'autres traces historiques, mais celle-ci atteste de la vie, notamment sous cette fin de XVe siècle, de la prospérité. La maison du Châtelier, donc, qui se situe dans ce méandre de Brivet, tout près d'ici, est l'une des plus anciennes maisons. Et elle est près de cet ouvrage qui était destiné à défendre la ville, dont on a trouvé des traces. L'auberge de l'Écu ça a été une caserne, c'est un bâtiment du XVe, ça a été aussi une maison noble, ça a été aussi une auberge, donc activité d'un lieu de rencontre, et c'est une propriété communale depuis 1998. Elle abrite maintenant l'office de tourisme près de la médiathèque.
On regardera différemment les bâtiments maintenant. Voilà. Et si on regarde la façade, on remarque un encadrement de pierres sculptées, style gothique flamboyant. Donc ce petit détail vaut le coup de scruter. Autre observation, si on lève les yeux, et ça donne une idée également de la richesse du propriétaire, on voit des trous pour les pigeons. Ah. Voilà. Donc construction qui a été réhabilitée, conservée, qui abrite donc l'office de tourisme. Et juste à côté, 2 poteaux en appareillage et briques marquent un des accès au Carré d'Argent, notre salle municipale. Et c'est inauguré en 2008. Et cette salle municipale du Carré d'Argent se situe à l'emplacement de ce qui était le familial, qui était le lieu des activités socioculturelles que la paroisse organisait au début du XXe siècle, jusque dans les années 60. On va parler de l'église, qui est juste à côté de nous. Elle date de 1863. Alors pourquoi est-ce qu'elle est dédiée à Saint-Martin ? Et puis je voudrais aussi qu'on parle de son orientation, qui est nord-sud. Et ça, c'est assez inhabituel pour une église. Alors, l'église, effectivement, est orientée nord-sud. C'est la 2e église de Pontchâteau. La première était bien orientée est-ouest, perpendiculaire à cette dernière église. Mais lorsque la construction a été décidée et terminée en 1863, le préfet a demandé que la façade de l'église soit orientée vers la rue Toulifot. On peut voir aussi la possibilité également de libérer ce qui est en dessous l'église, ce qui était en dessous l'église, qui est maintenant notre parking, qui était un champ de foire. Donc préserver l'activité locale était peut-être aussi, sans que ce soit exprimé, un objectif. Et alors qu'est-ce qu'on peut découvrir à l'intérieur de cette église Saint-Martin ? Alors, à l'intérieur de cette église Saint-Martin, qui est de style néo-roman, quand on entre, on va regarder au-dessus du porche et on va voir une fresque. Et si on y est attentif, on observe Saint-Martin devant les remparts d'Amiens, ayant une révélation et voyant le Christ portant le manteau qu'il avait remis le jour même, la moitié de son manteau qu'il avait remis le jour même à un pauvre. Et ce Saint-Martin, on retrouve cette scène, quand on entre dans l'église, dans le chœur, sous une peinture des frères Bouchot, en 1923. Alors, paroisse Saint-Martin, pourquoi ? Là, c'est la représentation. Paroisse Saint-Martin, pourquoi ? En 1080... Oh, c'est pas grave. En 1080... Au XIe siècle. Oui, voilà. Au XIe siècle, la paroisse de Pontchâteau était confiée aux moines de Marmoutier. Oui. Marmoutier, pas Noirmoutier, Marmoutier. Mon cafouillage. Non, c'est pas du tout. C'est moi qui précise parce qu'on peut confondre. Voilà. Et donc, ce sont le prieur avec 3 moines qui assuraient le service pour la paroisse de Pontchâteau. Et cette abbaye de Marmoutier avait été fondée par Martin, évêque de Tours. Voilà pourquoi Saint-Martin. Voilà. Il y a des éléments liés à Michel Fleury. Alors on en parlait tout à l'heure avec Caroline Ardouin, avec tous les autres invités. Michel Fleury, je le rappelle, moine de Tibérine, bien connu dans notre diocèse, et il vivait à Sainte-Anne-sur-Brivet. Voilà. Alors dans cette église, effectivement, on a tenu, après la béatification de 2019, on a tenu à laisser une mémoire, la réplique du tableau, du panneau qui est à la chapelle Sainte-Anne à Sainte-Anne-sur-Brivet, a été replacé dans cette église Saint-Martin à Pontchâteau. Pourquoi ? Michel Fleury, baptisé à Sainte-Anne, a vécu à Pontchâteau toute sa scolarité jusqu'au certificat d'études. Mmh. Et Jean-Paul Fleury, son cousin, m'a confirmé qu'il avait préparé et vécu sa première communion, sa profession de foi dans cette église de Pontchâteau. Ici, ouais. Pour la minute qui nous reste, moi je voudrais que vous me parliez du témoignage qu'il laisse. Alors, voilà. Son témoignage, justement, c'est ce qu'il a vécu dans cette église, où lorsqu'il a annoncé à ses parents
son intention d'aller au séminaire, il écrit « Je prie, je réfléchis, je lis. J'essaie de découvrir ce que l'on attend de moi. » Et donc il se réfugiait après la messe du matin, et lorsqu'il était en vacances, c'était son lieu de recueillement. Ouais. Voilà. Et son témoignage peut rejoindre un des objectifs que vous avez un petit peu observé. Jean-Paul me souligne que la croyance en la croissance et au progrès technique nous conduit aujourd'hui vers l'épuisement des ressources naturelles et la destruction de la planète. Préoccupés que nous étions par la soif de posséder, les besoins à satisfaire, nos critères de réussite sociale, nous avons parfois laissé de côté la quête du sens de notre vie. Oui, ça rejoint exactement le pôle Laudato Si du Calvaire. Voilà. On est vraiment dans cette écologie intégrale. Alors, j'ai le choix entre deux messages. Pour terminer, oui. Pour terminer, je dirais que Jean-Paul, son cousin, qui a vraiment été celui qui nous a guidés dans cette recherche, Jean-Paul, qui a accompagné Michel et s'est consacré donc à la lecture de ses écrits, nous dit « La vie de Michel et de ses frères nous est donnée pour éclairer notre route ». Eh bien, merci, très belle phrase. Merci infiniment, Annick, pour ce passionnant voyage dans l'histoire patrimoniale de Pontchâteau. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances, l'association d'histoire locale propose des circuits et des ouvrages disponibles. Oui. Et alors, nous saluons Madame Lucette Blanchard, qui en anime cette recherche. Merci. Et de nombreux documents sont à notre disposition pour approfondir. Et bien, dans quelques instants, les informations internationales de Radio Vatican. Et à 8h45, nous retrouverons le premier adjoint au maire. Vous êtes sur Radio Fidélité et jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Tiffaine Cellier et ses invités reviennent dans quelques instants. L'histoire que je veux te raconter parle d'un roi, le roi des rois. Wow. Il y a des anges, des méchants rois et des miracles. Le roi des rois, un dessin animé extraordinaire pour plonger dans la vie de Jésus. Nous n'avons pas assez de nourriture pour tout le monde. J'espère que ça aidera. Saisissez-le! On ne peut rien faire pour lui? Si, mais pas de la façon que tu crois. Merci beaucoup, papa. Le roi des rois, la plus belle histoire racontée par un père à son fils. Actuellement au cinéma. Un tableau ancien, un bijou, des vins précieux ou une antiquité asiatique. Faites-les expertiser par maître Paul-Marie Musnier, commissaire-priseur dans tout le Grand Ouest. Estimation, vente, expertise, il met son savoir-faire en toute confidentialité au service de vos biens, qu'ils viennent d'une succession ou de votre grenier. Maître Musnier vous accueille dans son bureau nantais ou se déplace à domicile. Appelez le 06 62 888 105. 06 62 888 105. Et retrouvez toutes les infos sur www.milon.com. 8h30 et tout de suite vous retrouvez le journal de Radio Vatican sur Radio Fidélité. Laudetur Jesus Christus. Journée de commémoration et de recueillement hier à Paris en hommage aux victimes des attentats terroristes il y a 10 ans. Dans la paroisse Saint-Ambroise, non loin du Bataclan, une nuit de l'espérance était organisée jusqu'à ce matin. La présence de cette église dans le quartier, pour beaucoup source de paix, témoignage de son curé au début de ce journal. Après des semaines de discussion, l'Allemagne rétablit le service militaire. Il se fera sur base volontaire. Explication à suivre depuis Berlin. Dans ce journal également, le Pakistan qui accorde l'immunité à vie au président et au chef de l'armée. L'opposition dénonce un coup de grâce pour la démocratie. En cette journée du 14 novembre, journée mondiale contre le diabète, reportage également ce matin au Honduras où la malbouffe américaine prolifère et pose de graves problèmes de santé publique. Et puis direction le Mali ce matin dans notre dossier où les groupes djihadistes sont de plus en plus menaçants et maintiennent un blocus énergétique autour de la capitale Bamako. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel.
Bonjour, une journée du souvenir hier en France pour commémorer les 10 ans des attentats terroristes qui ont ensanglanté Paris. De nombreuses cérémonies d'hommage avaient lieu dans la capitale pour honorer les 132 morts, les blessés et leurs familles, pour remercier aussi les forces de police ou les soignants. Un jardin de la mémoire a été inauguré dans la soirée en présence du président de la République ou encore de la maire de Paris. Dans l'église Saint-Ambroise, au cœur du 11e arrondissement, quartier meurtri par les attentats, une nuit de l'espérance s'est achevée vers 2h ce matin. Cette initiative est pensée pour répondre à la violence par la douceur et à l'horreur par la beauté. Elle n'était pas destinée aux seuls chrétiens. Le père Pascal Nègre, curé de la paroisse, revient sur l'importance de garder vive et belle cette mémoire. Je remarque qu'il y a 2 signes dans notre quartier. C'est les larmes de la douleur, très vives. Vraiment, j'ai encore même des élus qui ne peuvent pas, 10 ans après, en parler sans pleurer. J'ai des paroissiens qui, aujourd'hui, me disent, alors qu'ils sont très réguliers, me disent, le 13 novembre, je peux pas venir à la messe, c'est trop violent. Des commerçants du quartier qui me disent, ce jour-là, je disparais à Euro Disney parce que moi, j'ai perdu ma femme à telle terrasse de café ou à tel endroit. Et puis, simultanément, à cette douleur se rajoute une autre douleur qui, en fait qu'ils attendent quelque chose de nous. C'est la douleur potentielle de l'oubli. Alors beaucoup, et en particulier des familles de victimes, me disent on a peur que... On vous remercie infiniment, je reçois beaucoup de courriers, beaucoup de témoignages, même et peut-être surtout de gens qui ne sont pas chrétiens et qui sont très touchés qu'en réalité, au milieu du quartier, l'église garde vive une chapelle de mémoire, en fait. Et donc, beaucoup me disent on voudrait pas qu'on nous ajoute à cette douleur permanente du deuil, la douleur de l'oubli. Ce qui fait qu'en réalité, il y a une attente très grande. Il y a une attente très grande et qu'elle désigne pour moi une réelle espérance. D'ailleurs, l'espèce de ciel étoilé de bougies qui, de manière ininterrompue, brille dans cette chapelle est le signe de quelque chose. Et le signe que la mémoire vive de ces personnes veut demeurer, qu'une lumière brille quelque part dans cette nuit un peu obscure, ou peut-être qu'on veut garder vif cet amour qui ne meurt pas, en fait. Le père Pascal Nègre, curé de la paroisse Saint-Ambroise dans le 11e arrondissement de Paris, il répondait à Delphine Allaire. Kiev, la capitale ukrainienne, visée cette nuit par des attaques massives de drones et de missiles. 430 drones, 18 missiles utilisés selon le président Volodymyr Zelensky, qui annonce la mort d'au moins 4 personnes. 26 personnes par ailleurs ont été blessées. Des immeubles résidentiels notamment ont été touchés par les tirs de la Russie. En Allemagne, c'est un sujet qui a suscité de longs débats. Le service militaire va faire son retour. Il avait été suspendu en 2011 sous Angela Merkel. Après des semaines de discussion, le gouvernement de centre-droit et centre-gauche a présenté les grandes lignes de son projet qui se base sur le volontarisme. À Berlin, les précisions de Delphine Herbolier. Si tout va bien, le nouveau service militaire devrait entrer en vigueur au 1er janvier. Dans un premier temps, les garçons et les filles nés en 2008 et qui fêteront donc leurs 18 ans recevront tous un questionnaire de la part de l'armée allemande. Les garçons devront obligatoirement y répondre. Le but est de connaître les motivations de ces jeunes, leurs attentes, leurs hobbies, leurs visions par rapport à la Bundeswehr. Ensuite, les garçons seront appelés à une visite médicale obligatoire pour que l'armée se fasse une idée de leur état physique. Une occasion aussi de présenter le service militaire volontaire et les possibilités de se former à divers métiers et même d'être embauché au sein de la Bundeswehr. Avec ce système, l'armée cherche à susciter de nouvelles vocations et elle devrait mettre les petits plats dans les grands. La solde des soldats sera relevée et il leur sera possible de passer le permis de conduire s'ils s'engagent pour 1 an. Avec ce système, l'Allemagne tente de renforcer les effectifs d'une armée qui peine à recruter. Le pays a besoin de 200 000 réservistes, il serait actuellement 50 000. Elle a aussi besoin de 80 000 soldats d'actifs de plus pour répondre à ses engagements auprès de l'OTAN. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican. Les États-Unis approuvent la première vente d'armes à Taïwan depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Selon Taipei qui annonce la vente, il s'agirait de pièces détachées d'une valeur de 330 millions de dollars pour ces avions de combat F-16, mais aussi d'autres appareils. Taïwan, toujours convoité par la Chine, Pékin annonce ce vendredi avoir convoqué l'ambassadeur du Japon dans le pays, jugeant extrêmement grave les propos de la nouvelle première ministre nippone, Sanae Takahashi. Celle-ci avait envisagé il y a quelques jours une participation éventuelle du Japon à la défense de Taïwan si l'île venait à être attaquée. Partons au Pakistan où l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté un amendement à la Constitution perçu par l'opposition comme un véritable arrêt de mort pour la démocratie parlementaire. Les députés et sénateurs ont accordé l'immunité à vie au président pakistanais mais aussi au chef de l'armée tout en limitant le pouvoir judiciaire. Les précisions de notre correspondant régional Emmanuel Derville. Le 27e amendement a été adopté sans encombre par la majorité des 2/3 et promulgué par le président jeudi.
Désormais, le chef de l'armée, le maréchal Asim Mounir et le président Zardari ont l'immunité à vie, une première dans l'histoire du Pakistan. L'armée parachève ainsi un processus qu'elle avait initié après la chute de la dictature du général Musharraf en 2008. Au lieu de prendre le pouvoir comme elle l'a fait à 4 reprises depuis la création du Pakistan, elle laisse le système parlementaire exister à travers des élections législatives, mais elle garde la main en coulisses sur les domaines régaliens, l'arme nucléaire, la sécurité intérieure et la politique étrangère. Le 27e amendement lui permet de limiter la marge de manœuvre du dernier pouvoir qui lui échappait encore, le pouvoir judiciaire. Le texte crée une nouvelle cour qui sera la seule à examiner les questions constitutionnelles au détriment de la Cour suprême qui avait plusieurs fois retoqué les agissements de l'armée. New Delhi, Emmanuel Derville, Radio Vatican. Les églises du Sud se sont fait entendre hier à la COP30 de Belém au Brésil. Ils ont tenu une conférence portant sur la voie prophétique du Sud global et remis officiellement un document au président de la COP qui appelle à la justice climatique, à une conversion écologique, mais aussi à résister aux fausses solutions, notamment au capitalisme vert, vivement décrié. Nous entendrons l'un de ses représentants, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Obongo, dans notre prochain journal. Ce 14 novembre est la journée de prévention mondiale contre le diabète. 800 millions d'adultes sont concernés dans le monde, selon la Fédération internationale du diabète. De nombreux pays pauvres ne sont pas épargnés. Illustration ce matin en Amérique centrale, au Panama, Guatemala ou encore au Honduras, où 10% de la population est diabétique. Un chiffre similaire à celui des États-Unis et pour cause, l'influence de la nourriture américaine est prépondérante. Reportage de notre correspondante au Honduras, Marie-Aimée Copleutre. En Amérique centrale, les fast-foods remplacent peu à peu les vendeurs de rue et la nourriture locale. KFC, Burger King, McDonald's, les Honduriens en raffolent. Moi j'aime beaucoup McDonald's. Après, nous ne venons pas si souvent ici, nous varions. Aujourd'hui c'est McDonald's, demain ce sera KFC et après-demain Burger King. À l'Institut national du diabète hondurien, le docteur Jairo Ramos confirme la malnutrition d'une partie de la population. La consommation de jus, de soda, de boissons énergisantes, tout ça nous fait prendre de mauvaises habitudes. La pauvreté dans notre pays a aussi un impact sur la population qui n'est ni bien informée, ni éduquée sur l'alimentation. À cela s'ajoute la sédentarité. Ici au Honduras, il n'y a pas de trottoir. Tout déplacement se fait en transport. Conséquence, on compte 1,5 million de patients diabétiques et certains ne peuvent pas se payer de médicaments, comme Clara, 70 ans. Le tube d'insuline coûte 1,60 €. Mais je ne peux pas l'acheter. Je n'ai pas l'argent et l'État ne nous aide pas. Je peux seulement garder la foi, rien de plus. Le Honduras, c'est après Haïti le deuxième pays le plus pauvre de la région. 63% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Marie-Aimée Copleutre, Tegucigalpa, Honduras, Radio Vatican. Les États-Unis ont mis hier la pression sur le Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu'il adopte le plan de paix américain pour la bande de Gaza. La proposition de texte autorise notamment le déploiement d'une force internationale de stabilisation dans l'enclave palestinienne, mais aussi la démilitarisation de Gaza. Plusieurs pays du Conseil de sécurité pour l'instant regrettent l'absence d'un mécanisme de surveillance d'un tel accord, tout comme le flou qui concerne le rôle à venir de l'autorité palestinienne. La ville de Bamako au Mali peut-elle tomber aux mains des djihadistes ? Depuis le début du mois de septembre, le groupe de soutien de l'islam et des musulmans, le JNIM, a fait subir à Bamako et à d'autres localités du Mali une grave pénurie de carburant. En s'en prenant aux camions venus des pays voisins, les djihadistes cherchent à asphyxier l'économie et à affaiblir les militaires au pouvoir. Aujourd'hui, les djihadistes contrôleraient une large part du territoire malien. La France a d'ailleurs recommandé à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali. Les États-Unis et le Royaume-Uni avaient annoncé fin octobre le retrait de leur personnel non essentiel présent dans le pays. Sur le terrain, la situation reste difficile, où plusieurs localités du sud et du centre sont toujours sous blocus djihadiste et les populations vivent dans la peur et l'inquiétude. C'est ce que nous explique ce matin l'invité de notre dossier, Étienne Fakaba Sissoko. Il est politologue spécialiste du Mali. La situation n'a jamais été aussi dramatique que ces derniers jours, pas qu'à Bamako, mais sur l'ensemble du territoire. Rien que le mois dernier, nous avons pu collecter 132 attaques terroristes sur le territoire national et le mois d'avant, c'était près de 108 attaques qui ont été perpétrées sur le sol malien. Et aujourd'hui, ces attaques-là ont eu comme conséquence un étouffement économique
et qui fait aujourd'hui que le Mali traverse l'une des plus graves crises de son existence. Crise économique, crise politique, crise sociale et aujourd'hui une crise morale parce que aujourd'hui tout ce qui est directive de l'État, tout ce qui est respect des normes de l'État ne dépendent en réalité que du bon vouloir du JNIM. Quelles sont aujourd'hui les conséquences du blocus sur la vie des populations? À Mopti, il y a plus de 2 mois que ces populations qui ont près de 400 000 habitants n'ont pas accès à la moindre source d'énergie. Il y a plus de 2 mois aujourd'hui que Ségou, qui est simplement à 200 km de Bamako, n'arrive plus à s'approvisionner en carburant. Et il y a des attaques qui se passent à 30 km de Bamako aujourd'hui. Le Mali vit ce que j'ai appelé dans mes travaux un effondrement silencieux. Un État où finalement le territoire existe, des autorités existent et parlent au nom du pays, mais que finalement ces fonctions régaliennes sont occupées par d'autres, sont aujourd'hui mises en œuvre par le JNIM. Comment expliquer cette poussée du JNIM? Leur objectif qui est l'application de la charia dans toute sa rigueur, ils n'ont pas besoin d'avoir les institutions pour l'appliquer, ils l'appliquent déjà. Ils distribuent la justice islamique dans bon nombre de localités aujourd'hui du pays, ils ferment les écoles quand ils le souhaitent, ils donnent des injonctions aux populations qui sont suivies à la lettre, comme par exemple le port du hijab pour voyager, le fait de séparer les femmes et les hommes dans le car quand ils voyagent, signer des accords locaux entre le JNIM et les populations pour que ces dernières puissent aller tranquillement à leurs occupations. Aujourd'hui, le JNIM est en position de force. Le JNIM est en train de diriger l'État à distance. Ce n'est pas un combat d'exercice du pouvoir politique, c'est un exercice surtout de mise en œuvre d'une idéologie. Comment cette situation au Mali est-elle perçue par les autres pays de la Confédération de l'AES? Chacun de ces pays également est englué dans des problèmes sécuritaires, dans des problèmes politiques qu'ils n'arrivent pas à résoudre à l'interne. Même si récemment on a vu le Niger essayer d'envoyer du carburant au Mali, ces convois-là également ont fait l'objet d'attaques et finalement n'ont servi à rien. On a vu également une note interne du Burkina Faso qui interdisait à ses militaires et à ses VDP de convoyer du carburant malien. Donc, ces pays-là ne peuvent pas aider le Mali parce qu'eux-mêmes sont dans des problèmes qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et parce que l'AES, en tant qu'instrument sous-régional, n'a pas de levier ni d'organisation solide pour finalement aider l'un ou l'autre des pays à se relever des différentes situations qu'ils traversent. Que faire pour circonscrire cette crise au Mali? Il faut aller au dialogue, mettre fin à l'anarchie. Tant qu'on va continuer à rejeter le JNIM d'un côté, à rejeter les militaires de l'autre, il n'y aura pas d'alternative. Il faut arriver à faire en sorte que ce que les populations, dans leur majorité, depuis 5 ans, ont demandé, soit amorcé. Mais malheureusement, la junte est fermée à cette idée. Le JNIM est décidé à faire tomber le gouvernement. Le peuple se trouve entre les deux. Voilà la grande fragilisation du Mali à la une de notre dossier ce matin. Interrogé par Augustine Asta, le chercheur et économiste malien Étienne Fakaba Sissoko était l'invité de Radio Vatican. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera bien entendu à 13h en direct de Rome. N'oubliez pas d'ici là toutes nos informations du Vatican, de l'Église, du monde sur notre site internet vaticannews.va. Vatican News également sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite quant à moi une excellente journée. C'était le journal de Radio Vatican que vous pouvez retrouver sur Radio Fidélité à 13h. Il est maintenant 8h45 et nous rejoignons Tiffaine, toujours en direct de Pontchâteau. Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Merci Clara, bonjour à tous si vous nous rejoignez. Nous voici dans la dernière partie de notre émission, le tour des clochers en direct de la paroisse Sainte-Croix de Montfort à Pontchâteau. Et nous sommes toujours accompagnés par le père Hervé et le père Éric. Et nous recevons maintenant Stéphane Poilvé, premier adjoint au maire en charge des finances. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à vous. Vous avez 55 ans, je me permets. Vous êtes responsable service client dans la téléphonie, père de 3 enfants et vous habitez Pontchâteau depuis 30 ans. Vous êtes élu depuis 2014 en tant que premier adjoint. Qu'est-ce qui vous motive dans cet engagement municipal au quotidien ?
C'est la rencontre avec les autres. La rencontre avec les autres, le fait de pouvoir faire des choses ensemble avec les citoyens, puis aussi avec mes collègues élus, pour la ville, puisqu'on aime notre ville, et on veut qu'on s'y sente bien, donc on fait tout pour essayer que ça fonctionne. Alors, Pontchâteau, c'est une commune de quelle importance aujourd'hui ? C'est une commune qui est relativement grande, puisqu'en France, il n'y a pas beaucoup de communes de cette taille. On approche les 12 000 habitants. On est sur un axe majeur, puisqu'on est sur la 4 voies qui va de Nantes à Vannes, et puis et au croisement de celle qui va de Saint-Nazaire à Redon. Oui, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec Annick Lébert, une situation géographique très intéressante. Et on a une gare, ce qui est très très important. Qui va directement à Nantes. Qui va à Nantes ou qui va à Rennes, puisqu'il y a des gens qui la prennent pour aller à Rennes travailler. Et du coup, cette situation, c'est un vrai atout, à la fois économique, politique, humain. C'est un atout. Alors c'est un atout puisque la commune a énormément évolué depuis une trentaine d'années. On a pris 4500 habitants en plus, pratiquement. En combien de temps ? En 30 ans, mais donc plus de 50%, presque 60% de la population en plus en quelques années. Ouais. Donc il faut intégrer toutes ces nouvelles personnes. Il faut que les personnes qui arrivent se sentent bien dans la commune et puis les personnes existantes accueillent bien aussi les nouveaux. Donc cette alchimie doit se faire à travers le tissu associatif qui est très très riche. On a essayé de mettre en place, on n'a pas essayé, on a réussi à mettre en place un service qui est dédié à la vie associative, qui leur permet de monter des projets, de créer des événements, donc de créer du lien social sur la commune. Ouais. Et ça, c'est vraiment un marqueur fort de Pontchâteau. De la dynamique. Justement, si Pontchâteau a connu une forte croissance, qu'est-ce que ça a amené comme défi particulier ? Alors, il y a le logement. Ouais. En plus, on est sur une région très atypique. Alors, l'ouest de la France, le logement est très diffus. Et c'est une particularité de Pontchâteau, c'est que c'est vraiment, vraiment très diffus. Le centre-ville est petit par rapport à une ville de 12 000 habitants. Et il y a énormément d'habitants dans les villages. Donc, on est vraiment une ville rurale, une ville à la campagne. Et donc, il faut réussir à garder cette âme naturelle, on va dire, très très proche de la nature, très très proche de la campagne. Du parc de Brière. Du parc de Brière. On a un magnifique parc Couette Rose. Ouais. C'est un poumon vert au sein de la commune. Donc, c'est une commune très très agréable à vivre. Donc il faut arriver à jongler entre l'urbanisation et le maintien des espaces verts. Oui. L'activité agricole, elle reste importante malgré ce développement urbain ? Elle est plutôt importante au nord de la commune, on va dire au nord de la 4 voies. Il y a quelques exploitations au sud, mais le gros, l'agriculture est plutôt au nord. Mmh. Au sud, on arrive sur les marais, donc plus difficile à cultiver. C'est des agriculteurs qui se portent bien, parce qu'on sait que le monde agricole souffre. Ici, qu'est-ce que vous entendez dire justement ? Alors, l'agriculture, ici, c'est un mélange. Il y a du conventionnel, du bio, et ils arrivent à travailler ensemble. Ils ont monté quelque chose d'assez intéressant. Ils ont reconstruit leur ferme, leur parcellaire, qui pouvait être diffus. Ils l'ont concentré autour de leur exploitation, donc ils ont fait ça. C'est un travail très intelligent et en commun qu'ils ont réussi à monter ensemble. Et donc ils ont échangé des parcelles pour pouvoir faire quelque chose de plus uni et de plus facile à exploiter. Ah ouais, le travail en commun, en intelligence. Il y a pas mal de projets, j'ai pu voir sur le site de la mairie, pas mal de projets urbains notamment. Oui. Quels sont ceux qui vous tiennent particulièrement à cœur ? Le dernier... Un des plus importants qui a mis du temps à se faire, c'est sur la longueur, puisque c'était de la rénovation, c'est le pôle solidaire. C'est un endroit où il y a le secours populaire, la Restos du Cœur, la Croix-Rouge, qui travaillent ensemble, qui travaillent dans le même bâtiment, et donc qui apportent des services à la population, aux plus démunis. Mais au-delà de ça, ça crée aussi un lieu d'accueil et d'échange, puisqu'il y a comme une boutique solidaire, et c'est un lieu de croisement, et c'est très très riche. La solidarité, c'est très important à Pontchâteau, hein, on sent ça. En tant que premier adjoint aux finances, comment est-ce que vous gérez tous ces projets justement dans un contexte budgétaire qui est quand même contraint ? De plus en plus tendu. Et il va être de plus en plus tendu. On n'arrivera pas à faire les choses seuls. Il va absolument falloir qu'on travaille de plus en plus avec d'autres collectivités. Alors, ça ne veut pas dire fusionner avec les autres, ça veut dire travailler avec les autres, être capable de s'entendre, mais avec tout le monde. Alors, ça peut être avec Saint-Nazaire, ça peut être avec Savenay, ça peut être avec d'autres communes plus... je pense à la Chapelle des Marais, par exemple. Enfin, on peut avoir des projets communs et à un moment travailler ensemble pour les faire. Quand je parle par exemple de Saint-Nazaire, ça peut être pour la mobilité. Oui.
comment on fait qu'il y ait moins de personnes sur la route et qu'on mette plus 1 heure pour aller à Saint-Nazaire, puisque on arrive à des temps de transport, de trajet qui deviennent de plus en plus longs. Est-ce qu'il y a un transport en commun qui pourrait être qui pourrait être créé ensemble? Nous, on n'a pas les moyens de le faire tout seul. Eux, ils ont des besoins, puisque les salariés qui font vivre le secteur de Saint-Nazaire sont en partie chez nous, ou vivent chez nous, ou à Savenay, ou ailleurs. Donc, ils sont à l'extérieur de Saint-Nazaire. On peut travailler ensemble pour pouvoir créer une mobilité collective. La mutualisation permet finalement de moins dépenser. De moins dépenser, oui. Parce que dans tous les cas, il faudra trouver d'autres solutions. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure des logements, la difficulté pour les nouveaux foyers de trouver des logements. On imagine qu'il y a une belle hausse du prix des logements. Oui, il y a une hausse du prix des logements, alors qui se fait... Il y a eu le post-Covid, puisque des personnes qui avaient mal vécu le confinement en ville sont rapprochées de la campagne, ce qui a créé une flambée un peu des prix. J'ai un exemple, une maison qui a pris en 5 ans 30 000 euros. Et c'est énorme. Et c'est une famille qui est partie, c'est un retraité qui est arrivé. Alors, j'ai rien contre les retraités, c'est pas ça. Mais mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que ça a forcément une influence. Et on imagine un retraité qui n'est pas forcément d'ici. Non, c'était pas un retraité d'ici, de la région parisienne. Mais c'est surtout qu'un jeune couple a plus de difficultés, un tout jeune couple, un primo-accident a plus de difficultés à s'installer. Alors maintenant aussi, dans les mentalités, il y a eu aussi un changement, c'est-à-dire que la maison individuelle qui existe tout de suite, ce sera peut-être pas forcément accessible, mais par contre, on peut passer par une phase transitoire, acheter un appartement, pour après avoir un bien à revendre pour acheter quelque chose de plus grand. Donc, ce sera peut-être des petits pas qu'il faudra faire, qu'on n'était pas forcément habitué à notre génération, où on a pu construire directement, puisque c'était plutôt ça le schéma, c'était la maison individuelle. Et donc maintenant, il y aura peut-être une autre étape avant, et il faut qu'on puisse leur permettre de faire cette étape. Et puis j'imagine que plus d'habitants, ça demande aussi de revoir un peu l'espace d'accessibilité à tout ce qui est piéton, vélo, trottinette. Oui, alors toujours pour prendre un exemple concret, parce qu'on essaye d'être le plus pragmatique possible, justement, on a vu des nouveaux habitants arriver et qui cherchaient leur maison en fonction de la distance de la gare à vélo. Ouais. Chose qu'on connaissait pas avant. C'était pas une demande qu'on nous faisait, et donc de là, ça veut dire qu'il faut aussi des pistes cyclables. Alors c'est pas que pour la transition écologique, c'est aussi, c'est important, mais c'est aussi pour très pragmatique parce que les gens en ont besoin pour se déplacer. Ouais, donc ça, toute une remise en question de l'espace public. Nous sommes ce matin dans la paroisse Sainte-Croix de Montfort. Le Calvaire, c'est un lieu emblématique pour votre commune. Comment est-ce que la municipalité elle accompagne ce patrimoine spirituel et culturel ? Alors, c'est un lieu privé donc qui appartient pas à la collectivité. Donc on travaille. Ils ont des beaux projets sur. Vous pouvez intervenir, Père Hervé. Ils ont des beaux projets, mais comme c'est un projet qui ne nous appartient pas, c'est pas à nous d'en parler. Ils ont des beaux projets, donc on essaye de les accompagner au mieux pour qu'ils puissent se faire. Donc en ce moment, là on est arrivé à la fin de la révision du PLU, et il fallait que ce PLU permette de pouvoir. Plan local d'urbanisme. Oui. Non, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas. Et donc qui permettent de pouvoir mener à bien ces projets qui vont faire vivre et qui pourront aussi servir à toute la population, parce que ça va servir forcément au Calvaire et à son développement, mais aussi au reste de la population, puisqu'il y a un beau... je ne vais pas en parler à votre place. Si, vous pouvez. Chacun a son point de vue. Il y a un beau projet avec une salle qui pourra accueillir des pèlerins, mais qui pourra aussi accueillir des familles dans le cadre d'un mariage ou des choses comme ça. Ça sera ouvert aussi à d'autres circonstances, d'autres événements ? Pour le moment, parce qu'on est en train de mettre en place tout ça, des projets comme la construction d'une grande salle pour pouvoir accueillir des groupes. Mais pourquoi pas, disait... Oui, c'est ouvert. Ouais. C'est un poumon un peu aussi, quand même, le Calvaire. C'est un endroit très il y a beaucoup de visiteurs. C'est aussi un marqueur de Pontchâteau, comme on a d'autres marqueurs avec l'hippodrome, avec le cyclocross. Puis il y a d'autres événements maintenant qui sont en train de se monter, comme la corde raide. C'est très très éclectique. Mais effectivement, c'est un marqueur fort de la commune qui existe. Moi, je sais que j'ai une tante à ma femme, elle connaissait Pontchâteau par le Calvaire. Voilà. Mais c'est vrai. Merci beaucoup Stéphane Poilvé d'être venu à notre rencontre. Je rappelle que vous êtes le premier adjoint au maire de Pontchâteau en charge des finances. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers.
Il est 8h56 et il nous reste 2 minutes pour terminer ce tour des clochers à Pontchâteau, à la paroisse Sainte-Croix de Montfort. Père Éric, Père Hervé, merci. J'ai bien rigolé avec vous. J'aimerais savoir, avant de terminer quand même cette matinale, qu'est-ce qui fait battre vos cœurs de prêtres ici? Parce que vous venez quand même de loin. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait que le matin, vous vous dites, je suis content de me lever? Père Hervé. Père Éric, en premier. Merci. Moi, ce qui fait battre mon cœur, c'est que je suis dans une paroisse où le sacerdoce est commun, donc le baptême, et le sacerdoce ministériel se conjugue très, très, très bien. Nous portons la mission ensemble du Christ, d'être témoins de son amour, de sa miséricorde. Nous essayons de vivre et d'éveiller le cœur à la fois ensemble, à l'écoute de sa parole, d'être disponibles ensemble. On a de très belles équipes liturgiques qui font les choses très bien, mais aussi des équipes pour la préparation au sacrement. Ouais. Donc ensemble, c'est léger et c'est une fête au quotidien. Et je voudrais souligner, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous œuvrez auprès des jeunes. Hein, c'est surtout votre plus grande mission ici. Voilà. Donc j'essaie de travailler avec les enfants en âge scolaire, les confirmants, ceux qui se préparent au baptême, Eucharistie, confirmation, c'est jeunes. Et sur le Cavet de Pontchâteau, c'est aussi à peu près la même mission. Père Hervé, qu'est-ce qui fait battre votre cœur de prêtre ici? Oui, donc Pontchâteau, je me permets de dire que quand même c'est une paroisse vivante. Oui, on l'a senti, il y avait du monde ce matin. Et dans cette année jubilaire, je fais encore appel aux fidèles de marcher ensemble, de faire ensemble, parce que c'est ça notre mission. Donc marcher ensemble pour réaliser la mission que le Christ nous confie. Voilà. Être des témoins d'espérance. Des témoins d'espérance. Ouais. Oui, parce que cette année jubilaire, il faut donner des messages d'espérance aux fidèles. Donc il faut être toujours témoin là où nous sommes. Voilà. Eh bien, écoutez, un immense merci, Père Hervé, Père Éric, de nous avoir accueillis ici ce matin. Merci d'avoir partagé cette matinale avec les auditeurs de Radio Fidélité. Et puis, un grand merci également à tous les intervenants qui se sont succédés ce matin derrière ces micros. Un exercice qui n'est pas toujours facile, mais qui a été fait vraiment dans la bonne humeur. Merci, Clara, aussi, d'avoir été à nos côtés pendant toute cette matinale. Merci beaucoup à vous, Tiffaine, et à vos invités. On vous retrouve donc vendredi prochain pour un nouveau tour des clochers qui sera cette fois-ci en direct d'Orvaux. C'était le Tour des clochers avec la Maison du Bon Pasteur, EHPAD associatif nantais. Plus d'informations sur le site internet du diocèse de Nantes. Et oui, le Tour des clochers touche à sa fin, mais vous le retrouverez vendredi prochain. En attendant, la messe de Notre-Dame de Bonport arrive en direct sur Radio Fidélité, juste après cette courte pause publicitaire. Toutes les assurances se valent, me direz-vous? Eh bien non. La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif. Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 € à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget. Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel. Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site. Une fenêtre Jeannot, c'est un cadre, comme celui d'un tableau. C'est un cadre de vie, le vôtre. Depuis plus de 50 ans, le réseau français de menuisiers créateurs Jeannot conçoit et pose des fenêtres et portes sur mesure pour vous aider à créer vos plus beaux cadres de vie. Jeannot, menuisier créateur. Changez votre cadre de vie sur jeannot.com.